n'a pas réuni les conditions d'une bonne élection. Or, on sait qu'en Afrique, les guerres généralement partent des élections mal organisées et des élections impréparées. Donc, je suis très inquiet. Alors, vous dites être très inquiet, Guillaume Soro, en expliquant le pourquoi. Mais Guillaume Soro, le 14 septembre dernier, le Conseil constitutionnel a rejeté votre candidature à la présidentielle de ce 31 octobre. Dites-nous, Guillaume Soro, comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Écoutez, sans surprise, mais profondément dessus, parce que le Conseil constitutionnel, Payot, et aux ordres et corrompu par M. Ouattara, n'a pas dit le droit. Parce que s'il y avait une seule candidature qui devrait... Ah, Soro, pas les droits. On va lui parler des droits. Et comment tu es devenu président de l'Assemblée nationale déjà? Il faut nous dire ça. Il avait 39 ans. Alors que pour être président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire, il faut avoir 40 ans. On a piétiné la constitution, piétiné les lois ivoiriennes pour le mettre à l'Assemblée nationale. Là, il n'a rien dit. On piétine les lois. Tant que c'est pour lui, Soro, il n'y a pas de problème. Laurent Gbagbo a signé une loi d'amnistie pour le blanchir de tous ses crimes. C'est-à-dire qu'il a commis dans la rébellion. Piétinant les lois et la constitution ivoirienne. Une amnistie qui n'est même pas passée à l'Assemblée. Rien de rien. Il est passé simplement. Il a pris un bic, il a signé. Toutes ces accusations, même pas des accusations, tous ces crimes ont été effacés. On a avancé avec ça. Et je pense en 2015 ou 2016, où il s'est fait arrêter ici en France, dans l'affaire du coup d'état du Burkina. Le même président Ouattara encore écrase encore la constitution et les lois ivoiriennes pour le sortir de ce guépier. Disons, de ce guépier. Il se plaint pas. Tant que c'est lui, Guillaume Soro, il n'y a pas de problème. C'est l'intouchable. On a fait avec. En 2017, coup d'état. Organisé par qui? Par le même Guillaume Soro. Encore, le même président Ouattara marche encore là-dessus. Là où des gens sont allés en prison, hein. D'autres sont morts. On marche encore sur la condition. Normalement, quand il fait un coup d'état, on a tout à peu de tout, on le fout en prison. Mais pour ne pas créer d'autres problèmes, on marche là-dessus. Pour lui, il continue son chemin. Mais il ne s'arrête pas là. Il va récidiver encore. Puisqu'il est habitué au coup d'état. Quelqu'un qui n'a jamais... C'est-à-dire, lui, il ne connaît pas ce qu'on appelle aller aux élections. Il ne connaît pas ce qu'on appelle la normalité. Non, non, non. Lui, c'est le désordre. C'est le désordre prospère. Voilà. Coup d'état, rébellion. Il n'y a que ça, il connaît. Le 23 décembre 2019, encore, il récidive. Et après ça, il se met à crier sur la toile partout. Il n'y a pas de loi en Côte d'Ivoire, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Il y a un problème en Côte d'Ivoire. Il y a, on va dire, de la politique ivoirienne. Bon, moi, selon mon analyse, je pense qu'il y a 3 générations politiques en Côte d'Ivoire. On dit il y a eu 3 générations politiques en Côte d'Ivoire. Il y a eu la génération de Félix Houphouët-Boigny et ses compagnons. Quand il dit Félix Houphouët-Boigny et ses compagnons, c'est-à-dire on parle de Félix Houphouët-Boigny, le papa ou le grand-père de Amadou Gon Coulibaly, le groupe là, qu'on appelle Philippe Yassé. Voilà, ça c'était le premier groupe, tout cela. Je ne connais pas tous les noms, mais bon, vu que j'ai pas vécu ça, donc voilà. Je ne connais pas tous les noms. Donc, ceux qui allaient venir, on va dire, achever cette génération, bon, disons pas achever, c'est-à-dire
aller dans la continuité de cette génération, c'était qui? C'était les Henri Konan Bédié, Alassane Dramane Ouattara, Laurent Gbagbo, Francis Vaudier et consorts. Robert Gueye et consorts. On avance. Donc, quand Oufoué il est parti, il est mort, il y a eu la nouvelle génération, c'est-à-dire les héritiers d'Oufoué. Et parmi ces héritiers, tous ceux-là étaient les fils d'Oufoué, on va dire. Parce qu'il était le père de tout le monde. Le père de la nation, le père de tout le monde. Il a demandé à Gbagbo de venir travailler avec lui, de venir apprendre à ses côtés. Mais Gbagbo, non, Gbagbo, il avait soif de pouvoir. Il aimait le pouvoir. Le poste de président, il aime ça. Il a refusé. Qui a introduit la violence en Côte d'Ivoire? Mais c'est Gbagbo. Tout le monde se rappelle. Même si on était petit ou certains n'étaient pas nés. C'est Gbagbo. Les manifestations violentes. On saccage des bus, on saccage des voitures, des administrations, tout et tout. On brûle partout. Qui a envoyé ça? C'était Gbagbo. Après avoir refusé de rejoindre le père. Le père fait appel, il y a une crise économique qui a commencé à secouer la Côte d'Ivoire, on va dire vers la fin des années 80, début des années 90, il fait appel à Ouattara. Ce dernier vient, il stabilise l'économie de la Côte d'Ivoire. Les preuves sont là. Il a stabilisé l'économie de la Côte d'Ivoire. La preuve, le père s'absentait de la Côte d'Ivoire pendant quoi? On dit pendant 6 mois. Parce qu'il y avait un nombre de mains, il y avait quelqu'un qui maîtrisait le dossier, il y avait quelqu'un qui gérait la Côte d'Ivoire. Donc, il pouvait se permettre de s'absenter pour des problèmes de santé. Jusqu'à ce qu'il meure en 93, après 8 mois d'absence. Il revient, bon, voilà. La mort a suivi après. Mais quand la mort a suivi, il y avait toujours ces 4 têtes-là. Il y avait Bédié qui était à l'Assemblée nationale. Il y avait Alassane Ouattara qui était le premier ministre. Il y avait Laurent Gbagbo qui était toujours à l'opposition, tentant toujours d'être président. Il y avait le général Gueye qui était le chef d'état-major des armées. Mais quand Bédié, regardez ces quatre grands. Je pense que si ces 4-là, quand Oufou est mort, si Bédié avait bien fait les choses, je pense que la Côte d'Ivoire n'aurait jamais connu toute cette crise qu'elle a connue aujourd'hui. Je m'explique. Bédié, il prend des soldats, il se rend à la RTI pour aller annoncer qu'il était le président, le nouveau président de la Côte d'Ivoire. Mais comment? C'est-à-dire, dans une arrogance qui ne dit pas son nom, dans un monde de respect total au peuple, en disant, dès à présent, je suis le président de la République, le nouveau président de la République, mettez-vous à ma disposition. Non, c'est impoli, monsieur. C'est pas au peuple de se mettre à toi ta disposition, c'est à toi de te mettre à la disposition du peuple. Parce que là où tu vas t'asseoir là, c'est payé par l'argent du contribuable. Le contribuable, c'est qui? C'est nous, le peuple. Mais c'était des foutaises. On a fait avec. Mais il va aller loin. Automatiquement, Ouattara, dégage. Gueye, dégage. C'est pour lui, c'était ça le moyen d'éliminer. Il les voyait déjà en concurrent, il fallait les éliminer. Et je pense que la meilleure façon de neutraliser tes adversaires là, c'est de les contrôler près de toi. Il pouvait travailler avec eux, et comme ça il allait mieux les contrôler. Mais il n'a pas fait ça. Il a chassé Gueye, il a chassé Ouattara, mais ça n'a pas suffi. Il a même lancé un mandat d'arrêt international contre lui. Mandat d'arrêt international contre lui. Pourquoi? Parce que il avait pour argument, Ouattara était de nationalité douteuse, et puis il avait dit quoi, faux et usage de faux, je sais pas, un truc dans le genre, je sais pas trop. Mais il a lancé un mandat d'arrêt international contre lui. Ouattara se retrouve en exil. Là, dans ce moment-là, l'Ivoirien pourrait être en exil. Il n'y a personne qui s'est plaint de ça. Mais il va aller plus loin, il va dire qu'il n'est pas ivoirien. On a accepté. Il a écarté Gueye. Tout le monde a accepté. Les élections approchent de 95. Il rejette la candidature de Ouattara.
et plein d'autres personnes.